c'est la deuxième fois que la LICRA va remettre un prix qui porte le nom de deux, j'aime pas le titre mécènes, parce que ce sont plus que des mécènes, c'est-à-dire ce sont des compagnons de route, qui sont messieurs Karoli et El Oussami, que j'appelle et qui sont ici. Je crois que c'est monsieur El Oussami qui va venir. Et pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, un jour, un après-midi, un matin, je ne sais plus, ah ben si les deux viennent, ça j'en suis très heureux. Nous recevons un coup de fil à la LICRA et ces deux hommes souhaitent s'inscrire dans les combats que nous menons, s'inscrire dans un des combats que nous menons, et on identifie très rapidement le thème qui leur est cher, qui est celui de la problématique de l'exil et de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et ça devient maintenant une habitude, puisque c'est la deuxième année. Nous remettons ce prix, qui s'appelle le prix Karoli El Oussami, et je cède, avant de donner le nom de l'heureux gagnant, je vous cède la parole afin que vous disiez, comme l'an dernier, quelques mots à cette assistance. Je m'appelle Mokhtar El Oussami, et ça fait 40 ans que je suis en France, et pour moi, c'est du bonheur. Voilà. J'aimerais commencer par remercier la LICRA de nous permettre d'être un tout petit peu utile. Voilà. Je fais quelques petits mots, pas beaucoup. Je ne sais pas beaucoup parler, et j'aime pas beaucoup parler. Excusez-moi de le dire. Il existe dans le monde des milliers de réfugiés. C'est ça le sujet qui nous avait intéressés, Dr Karoli et moi. Nombreux parmi eux se trouvent dans des conditions intenables, physiquement, psychiquement et humainement. En tant que franco-libanais et présent encore au Liban, je suis très, très sensible à ce sujet. Malheureusement, je vois la mendicité, l'absence de soins, la prostitution et surtout la montée incontrôlée des naissances. Terrifiant. Chaque année, 50 000 naissances chez les réfugiés syriens, sans papier. D'où, comme moi je le dis, chacun où il est doit se préoccuper et aider comme il peut. Et les premières victimes, c'est en premier les femmes et les enfants. D'où ce prix organisé avec le docteur François Karoli. On s'associe tous les deux à ça. Et une petite anecdote, une petite situation, une citation plutôt, qui pourrait donner un peu d'espoir. Là où la diplomatie échoue, il restera la femme. إذا فشلت الدبلوماسية ستبقى الامرأة. Et voilà. Nous allons remettre le prix à une association qui est une association laïque, non lucrative, humanitaire, qui a pour but de promouvoir les droits de l'homme, l'échange, la solidarité, de lutter contre les inégalités, les extrémismes et de protester face aux identités meurtrières. Cette association est composée de Syriens, de Syriennes, ayant de la famille réfugiée en Turquie, et de membres français de toute autre nationalité. Son action principale est humanitaire, donc, avec la mise en place de parrainage de familles réfugiées syriennes en Turquie, grâce aux dons récoltés en France et grâce à un réseau de femmes sur place. Cette association œuvre aussi à Strasbourg, en orientant les réfugiés vers les structures qui peuvent leur venir en aide ou en leur donnant des coups de main ponctuels. Cette association, c'est J'aide un Syrien. Elle organise de petits événements pour rapprocher les habitants de Strasbourg et les personnes réfugiées, parrainages amicaux, soirées, pique-niques, marchés aux puces, et j'en passe.
Et Jed, un Syrien, a aussi eu l'occasion d'apporter son témoignage lors d'événements sur la thématique des réfugiés, avec le Maillon Strasbourg, avec la LICRA Bas-Rhin. Et j'appelle donc à cette tribune Madame Céline Emonet, lauréate de ce prix Karoli El Oussami pour l'association J'aide un Syrien. Je vous remets le prix maintenant. Eh bien, je vais, avant que vous aussi preniez la parole, je vous remis d'abord le prix Karoli El Oussami Likra, J'aide un Syrien, qui est, comme vous l'avez compris, une aide à votre action, et vraiment, encore une fois, pardon, mais je vous remercie, parce que c'est... Et ça vient du cœur. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, Ça vient du cœur. voilà, on a repris une vieille tradition, alors elle n'est pas discrète, Mes amis dans ce coup. mais vous ne pourrez pas l'oublier, parce que c'est la médaille d'honneur de la LICRA que je suis très fier de vous remettre quand même au nom de cette association. Voilà, bravo, chère madame. Merci beaucoup. On va prendre une photo. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier Monsieur Karoli et Monsieur Al-Houssami pour ce don qui va vraiment nous aider beaucoup au niveau financier, mais surtout, il nous encourage beaucoup, il nous donne de la force pour continuer les choses et ça nous touche vraiment beaucoup. Donc merci à la LICRA, à Fabienne Angèle, à toute l'équipe qui aussi de cette manière-là nous soutiennent et nous aident. Alors je suis émue, je suis désolée. La description de l'association a déjà été pas mal faite. Ce que je pourrais rajouter par rapport à ce que vous avez dit, c'est que c'est une association qui s'est constituée d'abord par une rencontre avec de l'un des membres de ce qui allait devenir l'association, avec des familles qui étaient réfugiées en Turquie et qui étaient aidées par d'autres réfugiés qui leur donnaient le pain et le thé. Et ensuite, c'est tissé grâce à l'association, ce petit lien entre des gens qui étaient très loin, qu'on ne connaissait pas ou peu, et puis des gens qui étaient ici et qui nous ont fait confiance et qui ont eu envie de participer à cette action. Aussi parce qu'on se sentait très impuissant par rapport à ce qui se passait en Syrie, qu'on avait le cœur brisé, mais qu'on avait peu de moyens de faire quelque chose. Donc on s'est dit, on va s'occuper d'une seule famille pour commencer, et puis ça sera notre action, notre façon de passer des paroles à une action très concrète. Et on voulait une association qui soit petite pour que le maximum d'argent aille aux familles et que ça soit quelque chose qui soit presque de personne à personne. Donc voilà, et puis au fur et à mesure, on a commencé à aider plus de familles. La transmission de l'argent qu'on envoie tous les mois à 4 familles en ce moment se fait par les femmes. Noha, Abir, Kaussar, Ferdier. C'est les chefs de ces familles-là à qui nous transmettons l'argent. Il y a une 30aine de personnes à peu près qui sont aidées. Le soutien financier que nous envoyons chaque mois à ces familles n'est pas conditionné. On ne leur a pas dit qu'on leur donnait de l'argent en échange de telle ou telle chose, mais toutes les familles ont tout de suite mis la priorité sur leurs enfants. Tous les enfants sont scolarisés. Certains ont pu l'être tardivement. Ils sont très impliqués à l'école, bien sûr. Ils réussissent plutôt bien. Ces familles sont en Turquie, donc les enfants parlent le turc, l'arabe. Ils sont plutôt après doués pour apprendre d'autres langues assez facilement. Donc voilà. Et puis ici, effectivement, on organise des événements, toujours dans cette même idée de faire des actions qui mélangent les gens, qui créent des passerelles,
qui soient aussi des moments joyeux où on se rencontre et on sort un peu de son milieu social, de des gens qu'on a l'habitude de fréquenter, des groupes de même nationalité, etc. Donc c'est toujours un peu l'idée. Et puis prochainement, nous allons à nouveau organiser un événement qui s'appelle J'aide un Syrien fait son souk. Et donc à cette occasion-là, il y aura une conférencière, Annick Leclerc, qui viendra parler de l'art en Syrie. Et il y aura aussi des musiciens qui viendront jouer un intermède musical, un buffet syrien, peut-être d'autres choses qui vont se greffer par la suite. Alors la date n'est pas complètement encore sûre, mais a priori ça serait le 18 février à l'église Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg. Donc vous êtes tous cordialement invités à venir partager un petit moment avec nous et à boire un thé ou autre chose. Voilà. Excusez-moi, mais voilà. Et je vais à nouveau vous remercier tous. Et je suis très heureuse aujourd'hui parce que c'est aussi un peu des valeurs qu'on porte, qui sont récompensées. Et j'aurais jamais imaginé me trouver là un jour, puisque ma place était plutôt dans l'ombre. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Moi, ça me fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on y va. Bien. Mes chers amis, quelques petits mots pour mettre un terme à cette journée, comme je m'y attendais, fort intéressante, passionnante. Vous dire que se retrouver tous ensemble, militants et amis de la LICRA, autour d'un thème qui nous est si cher, dans ces temps de bourrasque dramatique qui nous secouent, nous retrouver concentrés autour d'une thématique qui fait partie d'un des premiers combats de notre association, et pour moi et pour vous, je le crois, une source de richesse, des moments de rencontre, des instants de sourire, un moment de débat, et mon Dieu que tout ça fait du bien. On le doit à Fabielle, que je veux absolument remercier de votre part, et à la LICRA Strasbourg. Et je vais y ajouter, nous le devons tous, à Camille, à Alexandra et à Arthur, qui ont particulièrement aidé Fabielle. Ce sont 3 militants salariés de la LICRA qui, en plus des tâches quotidiennes, et Dieu sait qu'elles vous envahissent ces temps-ci, ont dégagé du temps pour que cette manifestation soit une réussite comme l'an dernier. Et ça l'a été. Merci à vous 3. Vraiment. Vraiment. C'est un combat essentiel pour la LICRA. C'est une association qui s'est créée, on ne cesse de le répéter, en accueillant ceux qu'on appelait à l'époque les fugitifs, et ce n'était pas péjoratif. Je ne sais comment les appeler aujourd'hui, les migrants ou les personnes qui font l'objet de migration, ou les immigrés, en tout cas des hommes et des femmes qui fuyaient les pogroms d'Europe de l'Est. Et cette association s'est retrouvée lorsqu'il s'est fallu se réunir et accueillir à nouveau ceux qui fuyaient l'apartheid d'Afrique du Sud. Et cette association s'est de nouveau retrouvée lorsqu'il s'est agi d'accueillir les Boat People qui fuyaient le Vietnam et le Cambodge dans les années 75-80 jusqu'à 80-90. Et cette association a donc dans son cœur ce courage de la générosité, ce courage de l'accueil, même si l'accueil, ce n'est pas l'intégration.
Et dès son plus jeune âge, j'allais dire, la LICRA a toujours eu, Emmanuel faisait référence, ce souci de responsabilité dans la générosité. Je reprenais, et je vais le retrouver bien sûr, ce qu'écrivait Bernard Lecache, le premier président de la LICRA à la Société des Nations, et ce qu'il écrivit par la suite, quelques années plus tard, dans le DDV, le magazine Droit de Vivre, qui est d'ailleurs en vente au kiosque en sortant à gauche, et qui est un ouvrage de référence, et qui est l'organe de réflexion et l'organe politique, dans le beau sens du terme, de notre association. Je prends un verre, pas de dessin. Lecache, 1933, lettre à la Société des Nations. Nous estimons qu'il est du devoir de la Société des Nations d'assurer une équitable répartition de ces fugitifs entre tous les pays qui en sont membres, de manière à ce que la présence de ces réfugiés ne puisse donner sujet à aucun mécontentement. Bien plus tard, 1989, une politique de l'immigration en France dans le cadre de l'Europe unie s'accompagne nécessairement d'une politique d'intégration des immigrés destinée à demeurer sur notre territoire. Faute de quoi, et très rapidement, des réactions de rejet conduiront à une terrible flambée de racisme, à une guerre civile divisant le pays, et pas nécessairement selon le clivage gauche-droite. Ce que je veux dire, c'est que cette générosité qui doit être la nôtre et qui doit être inconditionnelle, doit être armée, j'allais dire, d'une obligation d'intégration. Ce n'est pas, et ça dépasse, j'étais très sensible, je reviendrai à quelques paroles que j'ai pu entendre, il ne s'agit pas de gérer des flux, il ne s'agit pas de gérer une organisation. La politique, ce n'est pas ça. La politique, c'est en toute occasion faire en sorte que le citoyen du monde se sente digne, respecté et habité de devoirs. Digne, respecté et habité de devoirs, mais encore faut-il qu'il soit habité de devoirs, qu'il soit rendu digne et respecté. Et notre obligation morale et notre obligation politique, et nous aurons certainement notre voix à porter dans les débats qui s'annoncent, même si le projet de loi porte plus sur l'immigration, il n'y a quasiment rien sur l'intégration, peut-être qu'une deuxième étape verra le jour, notre voix devra porter. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Fabienne, dès la première édition l'an dernier, j'ai souhaité immédiatement qu'il y en ait une deuxième. Ce n'est pas une seconde, il y en aura donc une troisième, on peut l'annoncer d'ores et déjà, puisque ces travaux-là sont des travaux au long cours, de compréhension, d'approfondissement, et je souhaiterais tellement que M. Dalby ait enfin le temps d'exposer sa théorie. Parce qu'elle fut riche, cette journée, mon compère Emmanuel de Bono, que je ne remercie jamais assez, il me le fait souvent dire, ne veut pas, et il a raison, que l'on dise de la LICRA que nous serions partis d'un lobby immigrationniste, dévalorisant ainsi cet accueil lucide, cette générosité réaliste qu'est celle de notre association. Rechercher la vérité, documenter la vérité, être au plus près des faits. D'ailleurs, c'est une règle de vie, hein, faits et commentaires. Hein. D'abord, on est là pour dire, nommer les choses, on est là pour établir des faits, et puis après, on commente. C'est un souci récurrent de la LICRA. Et si nous sommes ici, c'est que, comme disait Jacqueline, chacun d'entre nous, et non pas Lynn Renaud, chacun d'entre nous a une histoire migratoire, chacun d'entre nous est un reste ou un début de migrant. Et j'ai, chère Jacqueline, et nous y travaillerons à nouveau, beaucoup apprécié ce que tu évoquais lorsque tu prononçais qu'il fallait faire attention au syndrome de la porte fermée derrière soi. It's not them, it's about us. Je crois que dans son plus parfait français,
Astrid Panosyan-Bouvet a dit exactement ce qui est au fond de nous et qui nous anime lorsqu'un élan de générosité dépasse notre identité première, notre préoccupation immédiate. Et c'est finalement en regardant ce que l'autre reçoit de nous que nous apprenons ce que nous sommes au plus profond de nous. Et cela doit être là aussi une phrase que je n'oublierai pas, puisque ça doit guider finalement toute action politique. Et permettez-moi de le dire, on essaye de faire ce qu'on peut, mais toute action d'homme ou de femme en collectivité. Et lorsque Madame Keller, dans une simplicité qui rend enfin l'Europe compréhensible de tous, a mis en exergue le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de cohérence européenne, a rappelé que le débat est européen et qu'il n'est pas national, ce qui rend d'une vacuité terrible les polémiques qui nous envahissent jour après jour sur tous les réseaux sociaux ou écrans de médias. Lorsqu'elle nous a rappelé qu'un règlement un jour s'imposera et que, évoquant le moi de l'autre, qui est une belle idée, elle a, Rodolphe me le rappelait, omis, mais c'est pas grave, mais ça en dit beaucoup, de rappeler que c'était une co-idée ou une co-construction intellectuelle et de la LICRA lors d'une convention et de Madame Keller et d'Adrien Zeller, pardon, et que ce moi de l'autre, finalement, a en moi un écho immédiat sur ce qui, et je vais être assez bref, me préoccupe le plus dans les semaines, les mois et les années à venir. Tout est lié. Nous avons défilé, je l'espère, dimanche dernier. Nous avons été dans l'émotion, nous avons été dans le rassemblement, nous avons été dans un moment où les Juifs ont senti qu'ils n'étaient plus seuls. Rien que pour cela, c'était indispensable. Mais comme disait le président Larcher, après la marche, les démarches. Et le moi de l'autre résonne en moi comme l'urgence qu'il y a à ce qu'à partir d'une volonté politique inébranlable et affirmée et d'une clarté absolue, l'année 2024 devienne l'année où la grande cause nationale soit la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Car tous ces débats de ce jour nous ont montré aux uns et aux autres que la question de l'immigration et la question du racisme, pardon, mais c'est quasiment la même. Et que l'acceptation de la diversité dans l'accueil, ou l'acceptation de la diversité dans l'accession à l'emploi, et qui plus est, de l'accession à l'emploi pour celui qui est bien ou mal accueilli, combien était utile la réflexion sur le droit du travail, le lien de dépendance entre l'employeur et l'employé discriminé, combien est utile la réflexion autour de ce lien, et l'orientation que cela peut nous permettre dans notre combat quotidien contre le racisme et l'antisémitisme. Eh bien, ce lien entre immigration et le racisme devient tellement patent, l'idée, le projet du moi de l'autre étant tellement évident qu'il faut faire, à mon sens, maintenant, et il est temps, l'année 2024, celle de la grande cause nationale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, avec des plans d'action, avec la participation des collectivités territoriales, avec l'instigation et l'impulsion du maire, celui qui est au plus proche du citoyen, le seul qui encore a la confiance du citoyen, et en faisant travailler les associations locales, les associations nationales, tous les réseaux qui puissent exister sous l'impulsion municipale dans un cadre d'un grand plan, en y mettant les moyens financiers et les moyens humains, pour que des plans locaux de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et les discriminations se propagent un peu partout en France. Il y a aujourd'hui 6 plans locaux de lutte contre le racisme et l'antisémitisme en France. C'est tout. Donc la parole de Madame Keller fut ô combien importante, tout comme celle de Marilyn Poulain, migrants mais immigration, rappelant combien les discriminés étaient réduits aux métiers sales, dégradants et harassants, et rappelant la vertu du travail,
et la vertu de l'état de droit. Malheureusement, elle est préfète, sinon je l'aurais mis à la tête d'une commission de la LICRA. Alors, je ne vais pas citer tout le monde. Strasbourg, ville accueillante, évidemment. Accueillante, hébergement, le français. Mais j'ai beaucoup apprécié aussi lorsque Madame Varieras a évoqué ce lieu de répit. Et si j'ai bien compris, c'est un lieu aussi où l'on débat. Et vous voyez, c'est particulièrement important parce que lorsque l'on parle d'intégration et qu'on parle des valeurs républicaines, qui sont parfois des termes au sein desquels on met ce qu'on veut finalement, lorsqu'on parle d'intégration, on parle de français. Très important, très important. On parle de donner les outils, les rudiments, mais la France, c'est le débat. La France, c'est le débat. Et le débat permet d'apporter la contradiction. Et la contradiction permet d'affirmer une position. Et le fait d'affirmer une position, c'est d'affirmer sa dignité, c'est d'affirmer ce à quoi on croit. Et donner à ceux qui nous rejoignent les rudiments qui leur permettent, dans le cas d'un lieu, par la répétition de joutes oratoires ou de débats ou d'incompréhension, d'avoir les armes qui leur permettent d'affirmer leur identité, leur croyance, ce pourquoi ils vivent finalement. Je trouve cette idée particulièrement noble et c'est une idée qui est une idée d'une belle politique. Quelle vision nous souhaitons pour notre société ? Madame Tomic, pareil. Ah, la Convention citoyenne. On va continuer à en parler. Je préfère une Convention citoyenne qui se penche sur le problème de l'immigration plutôt qu'un référendum qui viserait à résoudre le dit problème. Donc, je vais plutôt militer pour cette Convention citoyenne. Ce qui me permet d'ailleurs de dire et d'évoquer brièvement 2 points. Dehors. Non, vous pouvez rester. Vous pouvez lui prendre son stylo, s'il vous plaît. Évidemment que nous allons nous battre coûte que coûte pour que l'AME soit préservée. C'est évident, c'est une honte, c'est un scandale. Je le dis en peu de mots, c'est même inimaginable que l'on puisse remettre en cause ce droit-là. It's not about them, it's about us. Point à la ligne. Il y aura débat, vous pouvez compter sur nous. La régularisation des métiers en tension, oui, et c'est une première étape. Oui, parce que c'est une étape. Oui, parce que je ne vois pas à quel titre ou comment on établirait les critères entre tension extrême, sous-tension, peu de tension, quel est le besoin, Donc, oui, il la faut, et bien comprendre qu'il faut que ce soit une étape. J'ajoute, pour en discuter, peut-être l'avez-vous fait aussi avec quelques représentants patronaux, le terme est un peu pédant, mais avec quelques représentants d'organisations syndicales qui ne sont pas celles dont Marilyn Poulain est issue, c'est-à-dire la CGT, que les employeurs, les chefs d'entreprise, les restaurateurs et autres, mais poussent à la régularisation. Ils n'osent pas et n'ont pas le courage de le dire haut et fort dans les médias, mais je peux vous assurer que les représentants des syndicats ou des associations qui sont habités par les intérêts des PME ou des restaurateurs ou autres, poussent à la régularisation de ces travailleurs discriminés dans le cadre des métiers en tension. Voilà, j'en aurais quasiment terminé en vous disant 2 choses. Monsieur Nuzelovici, à partir d'une question que je n'ai toujours pas comprise, vous avez rempli ma journée. Le politique doit se fonder sur le migrant.
Et c'est vrai que jusqu'à présent, lorsqu'on appréhende la migration, l'émigration, je l'ai fait moi aussi, on appréhende les flux, on appréhende l'organisation, on appréhende la répartition, équitable, supportable, et on oublie d'appréhender d'abord. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas par la suite, mais on oublie d'appréhender d'abord la vision qu'on a de cet homme ou de cette femme qui vient, la dignité que l'on est en droit de lui reconnaître lorsqu'il arrive chez nous. Et cette politique, ce n'est pas la gestion des flux. Et il faut en effet, vous l'avez tout à fait bien expliqué, redéfinir l'ensemble des thèmes sociétaux à l'aune de la figure du migrant qui nous arrive, qu'on le veuille ou non, par centaines de millions déjà faisant ça. J'appréhende un flux et j'oublie l'homme et la femme. Mais poser la question de l'accueil de cet homme ou de cette femme, un par un dans notre société, nous oblige à réinventer notre vision de ce phénomène-là et à ne surtout pas perdre de vue qu'il ne s'agit pas de l'Europe de la gestion ou de l'Europe du flux pour lequel nous nous sommes engagés, mais de l'Europe des droits de l'homme. Et rien que pour ça, Monsieur Nuzelovici, vous pourrez revenir l'an prochain. Et je vais terminer en vous invitant. Vous l'avez compris, ces thématiques sont sans fond, elles sont passionnantes. Elles ne sont pas sans fin, je l'espère, mais elles permettent d'aborder rien que ce biais du droit du travail, tout à l'heure, a ouvert des horizons en matière de lutte contre les discriminations, je veux dire, immenses, nouvelles pour moi. C'est-à-dire lutter contre les discriminations dans le cadre de l'accession à l'emploi ou du traitement ou de l'accession au sein de l'entreprise à des postes plus importants, en redéfinissant le lien qu'il peut y avoir entre l'employeur et l'employé, considérant que la situation finalement de dignité de cet employé qui est ou pas en situation irrégulière et qui le deviendrait, ou régulière ou qui peut le perdre, dépend d'un homme, finalement l'employeur. Et rien que cette réflexion-là me fait d'ailleurs conclure à l'idée qu'il faut dépasser le simple cadre de la circulaire pour en effet ériger une loi. Et ma chère Jacqueline, ça n'est pas sans me rappeler la circulaire qui existait sur les styles ostentatoires, tu te souviens, et le voile, et le questionnement que vous vous êtes posé, vous et la commission d'un certain nom, c'est la commission Stasi, où vous vous êtes dit, mais il faut une loi, car la circulaire est finalement à l'appréciation du préfet. Donc je vous invite, l'an prochain, mais d'ici là, à notre convention nationale le 27 et le 28 avril. Parce que cette thématique mérite amplement d'être abordée sous l'angle de l'Europe, plus encore, des comparaisons européennes, immigration, populisme, Europe, peu avant les élections européennes, à Reims, ville du Champagne, ville de migration, ville où 3 frères franco-espagnols ont choisi la nationalité française à 21 ans. Et parmi ceux-ci, il y en avait un qui m'était cher et qui n'avait jamais oublié que cette Europe n'était pas l'Europe des flux, mais que c'était une Europe, un projet d'une dignité humaine, citoyen du monde, et qu'il ne fallait jamais laisser l'autre sur le côté. Et dans un opuscule qui, comme M. Dalby l'a fait, avec d'autres références, c'est un autre temps, d'autres compétences, d'autres réflexions, il considérait que l'immigration, économiquement, culturellement, sociologiquement, était une chance pour la France. Je pense que ce débat-là que nous aurons à Reims fin avril est un débat qui peut s'annoncer aussi passionnant que celui qui était le nôtre aujourd'hui. Et je vous invite
tous et vous remercie tous d'avoir été présents aujourd'hui. Je vous assure que pour l'équipe de la LICRA et pour le président de la LICRA, réfléchir au milieu de vous est un moment de grande quiétude parce que nous sommes entre amis. Voilà, je vous remercie.